L'homme ne peut pas explorer de nouveaux océans sans avoir d'abord le courage de s'éloigner de la sécurité de la côte. André Gide. Cette réflexion nous conduit au concept discuté par Marie-Louise von Franz, une psychologue suisse qui, au milieu du XXe siècle, a observé un phénomène inquiétant. De nombreux adultes, bien qu'ayant atteint l'âge chronologique, n'ont pas démontré un développement psychologique correspondant. Ils étaient piégés dans des corps d'adultes, mais avec des esprits qui restaient immatures. Von Franz considérait cette question si urgente qu'en 1959, il donna une série de conférences sur la psychologie du puer aeternus, un terme latin signifiant « enfant éternel ». Bien qu'initialement utilisé dans la mythologie pour décrire des dieux qui ne vieillissent jamais, Carl Jung, le mentor de von Franz, a adopté le terme pour désigner, en termes psychologiques, les personnes qui, comme le personnage de Peter Pan, refusent de grandir. Dans l'une de ses conférences, intitulée « Le problème du puer aeternus », von Franz a décrit ces personnes comme quelqu'un qui s'attarde trop longtemps dans la psychologie de l'adolescence. Les caractéristiques normales d'un jeune de 17 ou 18 ans se prolongent à l'âge adulte, souvent accompagnées d'une forte dépendance vis-à-vis de la mère. Elle a prédit que ce problème s'étendrait dans les décennies suivantes, affectant un nombre croissant d'individus, en particulier dans le monde occidental. Ces prédictions étaient exactes. Aujourd'hui, de nombreux jeunes, en particulier les hommes, sont confrontés à des difficultés dans divers domaines de la vie, scolaire, social, spirituel, économique et sexuel. Beaucoup continuent de vivre avec leurs parents jusqu'à l'âge de 20 ou 30 ans, préférant la sécurité et le confort de la maison plutôt que de s'aventurer dans l'indépendance. Plutôt que de chercher à construire quelque chose de leur propre chef, beaucoup se réfugient dans des mondes virtuels, avec Internet, la pornographie et les jeux vidéo servant de forme de divertissement passif, sans but clair, si ce n'est la recherche d'un soulagement momentané du vide existentiel. Compte tenu de l'ampleur de ce problème, on peut dire que le puer aeternus est l'une des principales névroses de l'ère moderne. Le but de cette analyse est d'offrir un antidote à ceux qui s'identifient à cette condition et cherchent à transformer leur vie pour comprendre les conditions qui ont contribué à l'émergence de ce problème social. Il est essentiel d'analyser comment le complexe maternel peut entraver le développement et la maturité de nombreux individus. Comme l'observe von Franz, un homme qui développe un complexe maternel sera confronté tout au long de sa vie à une lutte constante contre les tendances à devenir un puer aeternus. Historiquement, les mères et les pères ont assumé des rôles différents dans l'éducation des enfants. Les mères, en général, ont maintenu une relation plus étroite et plus affectueuse avec les enfants, offrant un soutien émotionnel et physique, étant plus attentives aux besoins émotionnels et aux douleurs de leurs enfants. Cette interaction intime génère un lien émotionnel profond et durable, créant ce que les psychologues appellent le complexe maternel. Ce complexe est une structure émotionnelle intériorisée dans la psyché et qui échappe souvent au contrôle conscient de l'ego. D'autre part, le rôle du père ne génère pas traditionnellement ce même type de dépendance affective. Le rôle du père a été de fournir des ressources et une protection, mais surtout des conseils. La figure paternelle est considérée comme celle qui est chargée d'aider l'enfant à se libérer de la dépendance de la mère, en le préparant à affronter le monde en tant qu'adulte autonome et fonctionnel. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont adopté des rites de passage pour marquer le passage de l'adolescence à la vie adulte. Ces rituels, pratiqués exclusivement par les hommes âgés de la communauté, avaient pour objectif principal de séparer le jeune homme de la dépendance maternelle, d'abord physiquement, puis psychologiquement. Ces rites étaient généralement pratiqués peu de temps après le début de la puberté et jouaient un rôle crucial dans le développement des adultes indépendants et matures. Traditionnellement, les femmes étaient exclues de la participation ou de l'observation des rituels d'initiation. Un exemple typique de ces rituels
tel que décrit par Mircea Eliade dans son livre « Rites et symboles de l'initiation », s'est produit comme suit. Au milieu de la nuit, les hommes plus âgés de la tribu, déguisés en dieux ou en démons, ont sorti le jeune homme de son lit. C'était la dernière fois qu'il voyait sa mère. Parfois, pendant des mois, le jeune homme a été emmené dans une grotte profonde, enterré vivant ou plongé dans une sorte d'obscurité, littérale ou symbolique. Cette phase symbolisait la mort de leur enfance, la perte du paradis et les joies de l'irresponsabilité. Le but de ce rituel était clair, faire comprendre au jeune homme qu'il ne pouvait plus retourner à la vie d'enfant. Après cette mort symbolique, une cérémonie de renaissance a été organisée, marquant sa transformation en un adulte mature. À ce moment-là, les anciens l'instruiraient et l'enverraient dans le désert, où il passerait des mois à se battre pour sa survie. Lorsqu'il est retourné dans la tribu, il a été accueilli comme un adulte. Et à partir de ce moment-là, on s'attendait à ce qu'elle ait surmonté sa dépendance maternelle et son immaturité. L'enfantillage et la dépendance n'étaient plus acceptés. L'intensité et la nature parfois violente de ces rituels indiquaient que nos ancêtres comprenaient l'ampleur du défi que représentait la séparation d'un jeune homme de sa mère. Ils savaient que cette transition était une tâche monumentale qui nécessitait une action délibérée et décisive. En l'absence de parents culturels et de rites initiatiques de nos jours, c'est au père biologique de guider les jeunes dans ce voyage vers la maturité. Malheureusement, tous les parents n'ont pas les conditions nécessaires pour bien guider leurs enfants. Pour remplir ce rôle, le père doit être fort et indépendant, ainsi qu'être présent émotionnellement dans la vie de son enfant. Vous devez prouver par vos propres actions qu'il y a quelque chose dans ce monde pour lequel il vaut la peine de se battre. Après tout, pour motiver un jeune à abandonner le confort de l'enfance, il est nécessaire de le convaincre qu'il y a un destin ou un but qui vaut la peine d'être atteint. Les enfants ont besoin de voir leurs parents agir dans le monde. Ils ont besoin d'exemples concrets sur la façon de se comporter, de travailler et de se relever face à l'adversité. Cette activation de la masculinité naturelle se produit à la fois par le biais d'une modélisation externe et d'une affirmation directe. Dans le livre « Under the Shadow of Saturn », James Hollis cite une étude approfondie dans laquelle seulement 17% des hommes américains ont déclaré avoir eu une relation positive avec leur père pendant leur jeunesse. Dans la plupart des cas, les parents étaient absents, physiquement ou émotionnellement. En réfléchissant à ces données, le psychothérapeute Hollis commande que si cette statistique est proche de la réalité, quelque chose de profond et de tragique est arrivé à l'un des équilibres fondamentaux de la nature. Il n'est donc pas surprenant que le phénomène de l'homme-enfant soit si répandu dans notre société d'aujourd'hui. L'absence de père affecte non seulement le développement de l'enfant, mais exerce également une influence puissante sur la mère. D'abord, elle a tendance à devenir plus présente dans la parentalité pour pallier l'absence de figure masculine. Deuxièmement, le manque d'amour et de soutien de la part du père crée un vide émotionnel chez la mère qu'elle essaye de combler par la relation avec l'enfant. Ce scénario donne lieu à une tempête parfaite où la mère se transforme en ce que les psychologues jungiens appellent la mère dévorante, comme surprotégeant et étouffant l'enfant, intervenant dans tous les aspects de sa vie. Malgré les bonnes intentions, une mère dans cette position peut inconsciemment manipuler son enfant pour qu'il continue à dépendre d'elle. À l'âge adulte, Carl Jung décrit cette relation symbiotique comme une conspiration secrète entre la mère et l'enfant, où les deux contribuent à bloquer le développement de l'autre. L'enfant élevé dans cette dynamique n'a pas la possibilité de s'aventurer seul, de se débrouiller seul, d'échouer et d'apprendre de ses erreurs ou de prendre des décisions par lui-même. En conséquence, il devient un adulte incapable de faire face aux défis et aux difficultés inévitables de la vie.
le désir sain de faire face à la réalité et de devenir un individu autonome, un processus qui implique la peur, la douleur et le conflit, est remplacé par un besoin de rester attaché à la mère, qu'elle soit la figure biologique ou une représentation symbolique. En d'autres termes, lorsqu'un jeune atteint l'âge adulte attaché à un fort complexe maternel, il ne cherchera pas à développer son indépendance ou à élargir sa conscience. Au lieu de cela, il sera dominé par ce que Jung a appelé l'esprit de régression, une force qui le pousse vers la dépendance, la dissolution dans l'inconscient et l'incapacité de se libérer des liens émotionnels de l'enfance. Mais le puer aeternus n'est pas seulement victime des circonstances familiales. Il y a aussi une dimension interne, une complicité psychologique qui maintient cet état. Von Franz a observé que le puer aeternus est souvent caractérisé par une fantaisie grandiose sur son propre destin. Il se voit comme quelqu'un de spécial, destiné à de grandes choses, mais toujours dans le futur. Cette fantaisie vous permet d'éviter le travail dur et fastidieux du présent. Pourquoi s'engager dans un travail ordinaire, une relation commune ou des responsabilités mondaines, alors que vous êtes destiné à quelque chose d'extraordinaire? Cette mentalité crée un paradoxe cruel. Plus les fantasmes sont grands, plus ils deviennent paralysés dans la réalité. Le puer aeternus vit dans un état perpétuel de potentiel non actualisé. C'est comme un acteur qui répète éternellement pour une pièce qui n'est jamais jouée en première vidéo. Leurs journées sont remplies de préparation, de planification et de rêves, mais rarement d'actions concrètes. Vous préférez garder vos options ouvertes plutôt que de vous engager dans une seule direction, sans vous rendre compte qu'en refusant de choisir, vous choisissez en fait l'inaction. Cette résistance à l'engagement s'étend à tous les domaines de la vie. Dans les relations, le puer aeternus peut être charmant et séduisant, mais il s'enfuit lorsque la relation exige de la profondeur, des sacrifices ou des responsabilités. Il préfère l'excitation de la romance initiale à la construction patiente d'un amour mature. Au travail, il saute de projet en projet, d'idée en idée, toujours à la recherche de l'opportunité parfaite qui ne se présente jamais. Il s'ennuie facilement avec les tâches routinières et recherche constamment de nouveaux stimuli. Il ne comprend pas que la maîtrise et le succès véritable nécessitent des années de dévouement constant à quelque chose de spécifique. Von Franz a identifié que le puer aeternus développe souvent une relation problématique au fil du temps. Ils vivent dans un présent éternel sans vraiment se connecter aux conséquences de leurs actions ou à la nécessité d'une planification à long terme. Il ne comprend pas que chaque jour qui passe sans prendre de décisions importantes est lui-même une décision, la décision de rester immature. Le monde moderne, paradoxalement, facilite cet état de perpétuelle immaturité. La technologie offre des distractions infinies qui peuvent combler le vide existentiel sans nécessité de croissance réelle. Les jeux vidéo procurent un sentiment d'accomplissement sans risque réel. Les médias sociaux offrent une connexion sans réelle intimité. La pornographie promet la satisfaction sexuelle sans la vulnérabilité d'un amour véritable. Ce ne sont pas des activités intrinsèquement mauvaises, mais lorsqu'elles deviennent des substituts à l'expérience réelle, elles maintiennent l'individu dans un état d'adolescence prolongé. Ils lui permettent de sentir qu'il vit sans vraiment vivre, qu'il grandit sans vraiment mûrir. Jung a identifié plusieurs archétypes qui peuvent normalement se manifester dans le puer aeternus, chacun représentant différents aspects de cette psychologie immature. Le premier est l'éternel étudiant et qui accumule des connaissances, des diplômes et des expériences éducatives comme un moyen d'éviter le monde réel du travail et de la responsabilité. Ce type peut passer des décennies dans des institutions universitaires, changer constamment de carrière, se préparer toujours à une vie qui ne commence jamais vraiment.
Le deuxième archétype est celui de l'artiste incompris. Est-ce qui utilise sa créativité comme excuse pour éviter les exigences pratiques de la vie? Bien qu'il puisse posséder un véritable talent, il refuse de développer la discipline nécessaire pour transformer ce talent en quelque chose de productif. Il préfère maintenir l'image romantique du génie torturé plutôt que d'affronter le dur labeur qu'exige la maîtrise artistique. Le troisième archétype est l'éternel aventurier, qui recherche constamment de nouvelles expériences, de nouveaux voyages et de nouvelles sensations fortes, comme moyen d'éviter l'engagement et la profondeur. Ce gars peut sembler très expérimenté et sophistiqué, mais il fuit en fait l'intimité et la responsabilité qu'exige la construction de quelque chose de durable. Le quatrième archétype est celui de l'enfant à maman. C'est qui maintient une dépendance émotionnelle et souvent financière vis-à-vis de sa mère jusqu'à l'âge adulte. Ce gars a peut-être du succès professionnellement, mais il reste émotionnellement immature, incapable de nouer des relations adultes authentiques en raison de sa fixation maternelle. Chacun de ces archétypes partage des caractéristiques communes. Une résistance fondamentale à la croissance, une tendance à éviter les conflits et les difficultés, et une préférence pour garder les options ouvertes, plutôt que de s'engager dans une direction spécifique. Les neurosciences modernes ont fourni des preuves supplémentaires sur les effets du développement incomplet sur le cerveau adulte. Des études montrent que le cortex préfrontal, responsable de la planification à long terme, du contrôle des impulsions et de la prise de décision mature, ne se développe pas complètement avant l'âge de 25 ans environ. Cependant, ce développement peut être retardé ou même inversé par des facteurs environnementaux tels que la surprotection parentale, l'absence de défis adaptés à l'âge ou l'évitement systématique des responsabilités. Puer aeternus présente souvent des schémas d'activité cérébrale qui ressemblent plus à ceux d'un adolescent qu'à ceux d'un adulte mature. Cela se manifeste par des difficultés à retarder la gratification, à planifier l'avenir et à évaluer de manière réaliste les conséquences de leurs actes. Ces déficits neurologiques ne sont pas permanents, mais nécessitent une intervention consciente et une pratique délibérée pour être corrigés. La culture contemporaine a exacerbé le problème du puer aeternus d'une manière qui va au-delà de la dynamique familiale. Le marketing moderne est spécialement conçu pour faire appel aux impulsions de l'enfance. Le besoin de gratification immédiate, l'évitement de l'inconfort et la recherche constante de nouveautés. Les produits sont vendus promettant des solutions rapides, des transformations instantanées et des expériences sans effort. Cette mentalité micro-ondes s'est infiltrée dans tous les domaines de la vie. Les gens s'attendent à des carrières réussies sans des années de préparation, à des relations profondes sans le travail d'apprendre vraiment à connaître une autre personne, et à la sagesse sans l'expérience qui vient de l'erreur et de la réflexion. La patience, la persévérance et la tolérance à l'ennui sont devenues des vertus presque éteintes. Les médias sociaux ont créé ce que certains psychologues appellent le développement par procuration, où les gens éprouvent un faux sentiment de croissance à travers les expériences des autres. Ils peuvent suivre des mentors en ligne, lire des articles sur les techniques de développement personnel et accumuler des connaissances théoriques sans jamais les appliquer à leur propre vie. Cela crée l'illusion d'un progrès sans le travail réel de transformation. De plus, la culture du « suivez votre passion » a faussé la compréhension du travail et de l'objectif, alors que les générations précédentes comprenaient que le travail exige souvent des sacrifices et que la satisfaction passe par une maîtrise progressive. De nombreux jeunes s'attendent maintenant à ce que le travail soit immédiatement gratifiant et aligné sur leurs intérêts personnels. Cette attente irréaliste peut conduire à une vie de recherche éternelle, sans jamais s'engager dans le processus difficile mais nécessaire de développement des compétences. Le phénomène du puer aeternus a également des
Implications économiques importantes. Une génération d'adultes qui fuit la responsabilité et l'engagement ne peut pas soutenir des institutions sociales qui exigent des sacrifices à long terme. Cela se manifeste par une baisse des taux de mariage, une baisse des taux de natalité, une instabilité de l'emploi et une crise de leadership dans de nombreuses institutions. L'économie moderne, qui met l'accent sur le freelancing, la gig economy et la flexibilité du travail, peut sembler idéale pour le puer aeternus, mais elle peut en fait exacerber ces tendances problématiques. Sans la structure externe que les emplois traditionnels offrent, ces personnes peuvent dériver indéfiniment sans jamais développer l'autodiscipline nécessaire au succès à long terme. Cependant, il est important de reconnaître que toutes les critiques à l'égard des structures traditionnelles ne proviennent pas de l'immaturité. Certains représentent des évolutions légitimes dans la compréhension de ce qui constitue une vie significative. Le défi consiste à faire la distinction entre le rejet mature des structures obsolètes et l'évitement immature de toute structure. Le chemin vers la maturité pour le puer aeternus exige ce que Jung appelait la différenciation, la capacité de distinguer entre les impulsions infantiles et les besoins authentiques des adultes. Cela implique de développer ce que les psychologues du développement appellent la fonction exécutive, la capacité de planifier, de hiérarchiser et d'exécuter des décisions basées sur des objectifs à long terme plutôt que sur des impulsions immédiates. La première étape cruciale est de développer la conscience de soi à propos de ses propres modèles. Cela exige de l'honnêteté pour reconnaître quand les décisions sont motivées par l'évitement de l'inconfort plutôt que par des objectifs authentiques. Cela nécessite d'examiner les excuses que l'on se donne et de se demander si elles servent vraiment à la croissance ou si elles ne fournissent qu'un réconfort temporaire. La deuxième étape consiste à pratiquer la tolérance à l'inconfort. Le puer aeternus doit apprendre que la véritable croissance implique presque toujours des périodes d'inconfort, de confusion et de doute. Vous devez développer la capacité de rester avec ces sentiments difficiles sans vous enfuir dans des distractions ou des régressions. La troisième étape consiste à établir et à maintenir des engagements modestes mais cohérents. Cela peut commencer par des routines simples, comme l'exercice régulier, la méditation quotidienne ou le maintien d'un espace de vie bien rangé. L'objectif n'est pas la perfection, mais la pratique d'honorer les engagements même lorsque la motivation initiale s'estompe. La quatrième étape consiste à rechercher des mentors et des modèles qui représentent une maturité authentique. Cela signifie qu'il faut trouver des personnes qui ont réussi à passer à l'âge adulte sans perdre leur créativité, leur enthousiasme ou leur capacité à grandir. Ces mentors peuvent donc fournir à la fois des conseils pratiques et de l'inspiration pour le changement. La cinquième étape consiste à faire face progressivement à des responsabilités croissantes. Cela signifie rechercher activement des opportunités de leadership, prendre soin des autres ou s'engager dans des causes plus grandes que soi. La responsabilité du bien-être des autres peut être l'un des catalyseurs les plus puissants de la croissance personnelle. La sixième étape consiste à développer une relation saine avec l'échec et l'imperfection. Le puer aeternus évite souvent les fiançailles parce qu'il craint de ne pas être à la hauteur de ses idéaux grandioses. Vous devez apprendre que l'excellence vient de la pratique répétée, ce qui inclut nécessairement des périodes d'incompétence et d'erreur. Enfin, il doit apprendre à trouver un sens dans l'ordinaire. La maturité ne consiste pas à renoncer aux rêves, mais à trouver des moyens d'exprimer des valeurs profondes à travers des actions quotidiennes. C'est découvrir que la grandeur se trouve souvent dans la fidélité à des engagements simples, plutôt que dans des gestes dramatiques. La transformation du puer aeternus est un projet à la fois individuel et culturel. Cela exige des individus qu'ils assument la responsabilité de leur propre croissance
mais aussi que la société fournisse des structures et des attentes qui favorisent une maturation saine. Il s'agit notamment de rétablir des rites de passage appropriés, de développer des institutions qui encouragent la croissance progressive de la responsabilité et de créer des cultures qui valorisent la persévérance et l'engagement autant que l'innovation et la flexibilité. En fin de compte, surmonter le complexe du puer aeternus ne consiste pas à étouffer la créativité ou l'enthousiasme de la jeunesse, mais à intégrer ces qualités avec la sagesse, la responsabilité et la détermination qui caractérisent la maturité authentique. C'est apprendre à naviguer entre le scylla de la conformité rigide et le charybde de l'irresponsabilité perpétuelle, en trouvant un chemin qui honore à la fois le potentiel individuel et les exigences de la vie communautaire.